Salut les goths et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec JB. Salut, salut Hippo, salut les goths. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'actualité du vélo. Donc notamment du Tour de Catalogne qui s'est terminé aujourd'hui et puis des différentes classiques pavés. Et puis on ira faire une preview puisqu'il y a le prochain monument qui arrive, donc le Tour des Flandres le week-end prochain. Et entre-temps on aura aussi à travers la Flandre. Donc un programme bien chargé. Donc on va peut-être commencer par le Tour de Catalogne, donc qui s'est terminé avec une victoire du coup de Pogacar sur le général et même sur la dernière étape. Il gagne 4 étapes au total, donc c'est assez impressionnant. Donc voilà, le suspense a un peu été tué très rapidement dans ce Tour de Catalogne. On a vite vu que Pogacar était très au-dessus de tout le monde. C'était un peu plus intéressant derrière pour la bataille du podium, avec notamment un Mikel Landa très très fort. Et puis derrière, on a vu Egan Bernal aussi, un gros retour de Egan Bernal qui confirme après son très bon Paris-Nice. Donc voilà, un Lenny Martinez aussi très très fort qui ramène le maillot blanc. Mais c'était plutôt intéressant la bataille derrière. Après devant, on a vite vu que c'était compliqué. À noter aussi la belle victoire de Axel Laurence, victoire française donc de Alpecin. Voilà, donc plutôt un bon tour de Catalogne pour les Français, avec Guillaume Martin et Dorian Godon, on se dit qu'on a pas mal vu aux avant-postes. Je sais pas toi ce que t'en as pensé. Alors sur les Français, je suis assez d'accord. Dorian Godon, qui a été vachement impressionnant. Enfin, on sait qu'il a le niveau pour peser sur des arrivées comme ça, surtout qu'il y avait très peu comment dire, de vrais sprinters. Donc, il avait, avec sa bonne pointe de vitesse, il a quand même des belles figures dans les sprints. Après, c'est vrai que bon, la semaine, ça a été assez désintéressé pour tout le monde, puisqu'il y avait Pogacar qui écrasait tout. Tu avais l'impression qu'il n'avait pas vraiment besoin de forcer. Donc voilà. Comme tu as dit, Bernal, mais aussi Henrik Mas, qui sont montés en puissance pendant la semaine. Sur la première étape, ils étaient un peu, enfin, les deux premières étapes, ils étaient un peu derrière, lâchés tu l'as dit, par Landa. Euh, donc voilà. Mais au final, ils ont réussi là, sur la dernière étape à être beaucoup mieux. Bernal, il me semble, finit avec Landa hier, même du coup le devance. Et Mas termine quatrième, il me semble. Donc c'était plutôt pas mal au niveau de la bataille pour le podium, comme tu as dit. Mais bon, une semaine où on a quatre victoires d'étape pour la même personne, moi, c'est fatigant, quoi. C'est dommage. Ouais, c'est clair que du coup pour le général, c'était peut-être pas forcément le truc le plus intéressant. Mais pour les étapes, moi je trouve qu'il y a eu quand même des trucs sympas. La victoire de Laurence, elle a quand même fait assez plaisir. Après, niveau français, on a aussi eu peut-être un flop. C'est Brian Cocker qui a pas réussi à chercher une victoire malgré une concurrence relativement faible. Donc voilà, il tourne toujours autour. On pensait que l'année dernière, après avoir gagné sur le Tour de Down Under, ça allait être un peu un déclic, qu'il allait pouvoir enchaîner, mais toujours pas. Il a quand même du mal à franchir ce palier en World Tour. C'est vraiment dommage. Juste pour rappeler à ceux qui n'ont pas forcément vu ton tweet, c'était la plus longue série de jours de course d'affilée en World Tour où il n'y avait pas eu de victoire française, c'est ça? C'est plutôt que depuis le début de la saison, on a eu droit à 39 jours de course et pas une seule victoire française en World Tour. Donc c'était assez décevant. C'était jamais arrivé depuis 2004, donc il y a plus de 20 ans. Donc à l'époque, le World Tour n'existait pas, mais bon, on a pris en compte que c'était la plus haute division de cyclisme. Donc ouais, bon, voilà, c'est pas très rassurant. Après, on explique aussi ça avec des cadres français qui sont pas au niveau. On en reparlera peut-être, notamment de Valentin Madouas, mais même les David Gaudu, Arnaud Démare, ils sont pas au niveau. Christophe Laporte aussi, on en reparlera pareil. Mais ouais, voilà, ça fait un peu peur. Après, on peut aussi se dire que c'est un peu une sorte de changement de cycle avec les nouvelles pépites qui arrivent, notamment Axel Laurence. Et puis voilà, les vieux un peu, entre guillemets, comme Arnaud Démare qui commencent un peu à décliner. Donc bon, je suis pas plus inquiet que ça, mais bon, c'est quand même une stat qui fait pas très très plaisir. Ouais. Et sinon, du côté, il y a quand même quelques petites choses aussi à noter sur ce Tour de Catalogne. C'est la Jumbo-Visma, donc on en reparlera sûrement pour le classique pavé, mais qui a été quand même assez transparente, alors qu'il y avait une belle start list. Il y avait quand même Sepp Kuss, Attila Valter, Sian Uijtdebroeks, et voilà, ils sont passés totalement à côté de leur Tour de Catalogne. Sepp Kuss finit assez loin au général. Donc, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est pas très très rassurant quand même. Bah, alors là, moi, je me pose un peu en, comment dire, un peu, enfin, je suis pas vraiment d'accord avec ça parce que
Sepkus, personnellement, je fais pas partie de ceux qui l'attendaient au niveau de sa Vuelta, entre guillemets. Pour moi, il a été assez clair sur le fait qu'il voulait plus être leader, déjà qu'il ne le voulait pas avant et que c'est les circonstances qui ont fait que. Donc bon, il termine à 8-20, il a fait son tour de Catalogne tranquillement, il s'est sûrement pas trop forcé. Et Attila Valter, moi je ne fais pas partie de ceux qui trouvent que c'est un extraordinaire coureur. Donc quand j'ai vu la start list, j'attendais pas monts et merveilles de cette équipe. Après, c'est vrai que bon, on aurait pu quand même les voir dans le top 10, cette caisse au moins. Mais bon, il termine 13e, c'est pas très grave à mes yeux. Ouais, bah moi ce que je trouve plutôt inquiétant, c'est plutôt le fait que bah, on pensait peut-être qu'un mec comme Cyril Heutebrooks pourrait être un bon leader et pour le moment on le voit pas trop. Après c'est sûr qu'il est jeune et que C'est vrai que j'avais oublié, son objectif j'avais c'est oublié le ça. Giro, mais moi même un Sepkus j'attendais quand même peut-être un peu mieux que finir derrière des mecs comme Wood Poels et puis Lorenzo Fortunato sur des étapes de montagne. Pour moi il doit être à un meilleur niveau et puis ça rejoint aussi une équipe Jumbo qui est un peu c'est un peu irrégulier parce qu'on a des mecs qui sont très en forme chez Jumbo. Et puis à côté, on a l'impression qu'il y en a qui sont à la dérive complète. Mais on en reparlera, je pense, pour les Flandriennes. Ouais. Et puis, Et puis dernier petit nom qu'on peut souligner au classement général, Chris Harper, qui termine dans le même temps qu'Henrik Mas, qui a quand même beaucoup de références, Henrik Mas, et une seconde devant Lenny Martinez. Donc je sais pas si c'est peut-être un petit peu décevant, Lenny, par rapport à son début de saison, mais quand même, quand tu es dans le temps avec Henrik Mas, pas très loin de Vlasov, c'est des mecs qui ont beaucoup plus de références que lui, donc on va dire que c'est quand même encourageant. ouais, et bah justement, tu parles de Harper. Moi, je voulais parler de celui qui aurait dû être le leader normalement, mais c'est Simon Yates, qui finit très loin. Une semaine très compliquée, on l'a pas vu du tout en fait. Donc, assez inquiétant quand même pour Simon Yates, même si on sait qu'il est quand même capable de faire le chaud et le froid, entre guillemets. Mais bon, c'est compliqué quand même. Il avait fait un tour de Down Under qui n'était pas exceptionnel. Il s'était un peu rattrapé sur la Lula Tour, mais bon, c'est une adversité quand même très moindre. Donc bon, c'est un peu inquiétant aussi pour Simon Yates. Mais bon, c'est le genre de coureur qui peut arriver très fort sur ses objectifs. Donc on verra à ce moment-là. Ouais. Vous pouvez chercher irrégularité dans le dictionnaire. À côté, il y a sa photo. C'est Bah, c'est exactement ça. Bah, du coup, je pense qu'on va pouvoir passer au classique pavé. On a à peu près fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire sur ce Tour de Catalogne. Et donc, bah, la première classique pavé, bah, c'était Bruges de Pam, remportée par Jasper Philipsen. Qu'est-ce que tu as pensé de cette classique, JB? bah, je trouvais que c'était très sympa. C'est bon, c'est la classique des sprinters, donc il n'y avait pas forcément de suspense sur le fait que ça arrive au sprint. On avait une échappée de trois coureurs, si je me souviens bien, qui s'est fait reprendre à 25 km de l'arrivée. C'était assez tranquille. Par contre, on a eu une super réalisation qui nous a permis de rendre le sprint très intéressant, puisque Danny Van Poppel a crevé sur le côté, enfin, sur le côté de la route, enfin, n'a pas crevé, pardon, a manqué de tomber sur le côté de la route et a dû remonter tout le peloton. Et alors la caméra n'a fait que suivre Danny Van Poppel pendant 10 km. Et c'était assez incroyable de le voir remonter le peloton comme ça, de jouer des épaules avec tout le monde. Et en plus, il fait troisième de la course, ce qui est impressionnant. On en reparlera peut-être de Danny Van Poppel dans les prochaines semaines, avec potentiellement une place d'outsider sur Paris-Roubaix. Mais en tout cas, il est très en forme. Et puis, un sprint assez houleux avec Tim Merlier qui enferme Jasper Philipsen. Malgré tout, Philipsen, qui sortait de sa victoire sur Milan-San Remo, a écrasé ce sprint sans aucun souci. Ouais, bah, c'est clair, c'est la classique un peu des sprinters, même si l'an dernier, on avait eu le droit quand même à pas mal de spectacles, avec un petit groupe qui s'était réglé la victoire. C'était d'ailleurs Jasper Philipsen qui avait gagné, mais c'était vraiment un groupe Ouais, réduit, puisqu'ils étaient arrivés, je crois, à 3 à ou 4. 4 avec Coy et Lampard, c'était assez incroyable. Mais ouais, Mais c'était des conditions ouais, voilà, c'est météorologiques ça. totalement C'était différentes. la Là, il n'y météo avait qui avait pas de joué. vent, pas de pluie, c'était très très calme. Et ouais, du coup, Philipsen qui confirme sa très bonne forme. Et donc, bah, tu parlais de Van Poppel pour Roubaix, mais Philipsen aussi, ça va être un très gros outsider pour Roubaix. Moi, je le verrais bien gagner d'ailleurs. Pareil Roubaix, Ouais, plus qu'un outsider, ouais, je pense. parce que avec Van Der Poel dans son équipe, moi, je verrais bien un scénario un peu à la Milan-San Remo. Enfin, peut-être pas forcément pareil, mais où Van Der Poel joue un peu devant et puis Philipsen reste derrière et puis il va chercher la victoire au sprint. Mais ça, on en Ouais, reparlera en temps et en exactement. heure. Mais un petit dernier mot sur cette classique. On a vu Jason Tesson qui,
dont on se moquait un peu dernièrement, qui était un peu aux abonnés absents et qui fait une belle quatrième place. On a pensé pendant un moment que c'était Turgis, en fait c'était Tesson, et qui a gagné, il me semble, là, une plus petite course, mais donc qui revient bien. Qui revient bien, donc on espère le voir bah, dans la suite de la saison. Exactement, ouais. Bah là, je pense qu'on va pouvoir passer à l'E3, donc remporté par Mathieu Van Der Poel. Une classique qui a été bah, assez sympa à suivre parce que ça attaquait très tôt, il y a eu beaucoup de mouvements. Et puis donc voilà, Mathieu Van Der Poel qui est parti en solitaire et qui a fini aidé ou pas, ça on ne le saura jamais, par une chute de Wout van Aert au moment de son attaque. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de cette classique? Bah, je trouve que c'est à la mode d'attaquer à 80 bornes de l'arrivée. Je sais pas ce qui se passe. C'est assez fou ce qui se passe en ce moment. Entre Pogacar, Van Der Poel, même Vingegaard, bon, c'est un peu n'importe quoi. Mais moi, je pense que la chute n'a pas vraiment joué parce qu'on voit Van Aert pendant l'attaque, avant de chuter, il est déjà complètement au rupteur, quoi. Il est en train de tout mettre sur les pédales et c'est d'ailleurs pour ça qu'il tombe. Erreur d'inattention un petit peu. Après, voilà, bon, 80 bornes quasiment en solitaire pour Van Der Poel. C'est impressionnant, mais la course m'a pas emballé plus que ça. J'ai préféré Van Wevelgem comme souvent, mais bon, on va y revenir assez rapidement. Ouais, bah, ça le problème, c'est qu'une fois que Van Der Poel part, tu te dis que c'est un peu mort. Après, moi je suis pas d'accord, moi je pense que Van Aert aurait peut-être pu s'accrocher, puisqu'on le voit ensuite, il part en chasse-patate, il revient quand même pas loin de Van Der Poel, mais après, bon, il explose un peu une fois qu'il a lâché dans la Ouais. tête. Mais moi je pense Après, Van que Der Poel s'il était dans gère sa aussi. roue, il aurait peut-être pu l'accrocher. Bon, on ne saura jamais Mais il après. est, il est pas dans la roue au moment de l'attaque en Ouais, plus. mais Il c'est est c'est- c'est un peu ça le dans deux, problème. trois positions derrière et c'est pour ça qu'il fait l'effort et bon, le placement a peut-être été pas top aussi. Ouais. euh, Du côté de la Jumbo, on a quand même vu aussi un très bon Jorgensen qui a fait déjà un très bon E3 l'an dernier et qui confirme. Mais l'équipe qui a véritablement marqué ces classiques, et on en reparlera encore plus pour Ganvé-Valgem, c'est la Trek, qui avait donc Stuyven et Pedersen notamment, mais pas que, il y avait aussi Tom Scoins qui était très bien. Avec Stuyven, du coup, qui vient prendre la deuxième place, mais impressionnante cette équipe en vrai. Moi, je ne peux pas être plus réjoui que ça. J'adore cette équipe. Je pense que tout le monde est au courant. Mais Jasper Stuyven, je ne l'attendais pas du tout aussi fort. Un très très gros niveau qui nous montre bah, sur ce début de campagne de classique. Il va falloir compter avec lui. Peut-être pour le Round 2, sûrement pour Paris-Roubaix. Et c'est vrai que cette équipe qui a un leader, un co-leader et derrière beaucoup d'équipiers très très forts, elle me fait penser un peu à la Quick Step de 2021 où bah, ils n'avaient pas ni Van Aert ni Van Der Poel, mais ils avaient un Asgreen qui était très fort, ils avaient un Alaphilippe qui était très fort et pas mal d'équipiers autour avec Yves Lampaert et autres qui pouvaient jouer dans les différents coups. Et on a vu bah, aujourd'hui sur Bord Belgium que la tactique, elle allait être importante. Et un petit mot aussi pour Alex Kirch, qui est équipier, mais malheureusement qui est tombé. Bon, c'est sur Bord Belgium, mais je le place maintenant. Qui a fait un beau soleil et je pense que ça va vraiment lui porter préjudice pour la suite. Il a dû se faire très très mal. Moi, ce que j'ai juste trouvé un peu dommage sur le 3, c'est qu'au moment où il y a le groupe là qui part avec Jorgensen, avec Lascano et compagnie, c'est de pas avoir mis un mec dedans, parce que derrière ils ont été obligés de rouler et donc bah, ramener un peu tout le monde. Et moi je trouve qu'ils auraient dû un peu plus anticiper sur cette course, ils auraient peut-être pu faire encore mieux. Et on l'a vu, bah, du coup pour Goran Vevalgab on en reparlera, mais ils ont anticipé et ça a beaucoup mieux marché. Donc moi c'est peut-être ça que je remarquerai. Après bon, ils font deuxième derrière Van Der Poel qui semblait intouchable, donc il n'y a quand même pas grand-chose à redire. Ouais. Mais je pense que pour le Tour des Flandres, ce serait peut-être une bonne idée d'essayer d'anticiper et de placer des mecs un peu à l'avant et de pas attendre pour tenter de rester avec Van Der Poel, ce qui peut quand même être très très compliqué, même si Pedersen peut dans un très grand jour rester avec Van Der Poel. Et aussi, bah, on peut peut-être sortir des noms de mecs qui nous ont peut-être un peu impressionnés. Moi, il y a Narvaez, que j'attendais pas du tout à ce niveau-là. Après son très bon début de saison, je trouve qu'il était un peu peut-être rentré dans le rang, on le voyait plus trop. Et puis là, très très fort sur le 3. Il vient prendre la quatrième place, il me semble, ou la cinquième. Ah non, la sixième place. Donc voilà, bon, impressionnant. Narvaez, Ouais. contrairement à une équipe Ineos, bon, bof bof quoi. Bon, on va en reparler un peu d'Ineos, je pense.
Puis dans les autres mecs qui ont impressionné, il y a Tim Wellens qui continue son début de saison de fou furieux. Et puis on peut aussi citer Albanese pour la Arkea qui fait un top 10 et franchement je ne l'attendais pas sur des courses comme ça. Donc c'est top pour l'équipe française. Ouais, et en parlant de français, bah, Valentin Madouas qui n'arrive pas à retrouver son niveau de l'année dernière et même de l'année 2022. C'est très très compliqué, là il fait 40e, enfin très très loin, sans jamais peser sur la course, on l'a jamais vu à l'avant. Ça fait un peu peur pour Madouas puisque le Tour des Flandres arrive et que c'est un de ses deux objectifs de la saison avec le Tour de France. Et là il sent pas du tout au niveau. Enfin, j'ai quand même du mal à le voir accrocher même ne serait-ce qu'un top 20 sur le Tour des Flandres. C'est compliqué quoi. Ouais, après, je me souviens pas si les années précédentes il avait des gros résultats avant le Tour des Flandres. On verra. On va pas l'enterrer quand même tout de suite, mais c'est vrai que côté FDJ, c'est assez impressionnant comment les deux, on va dire les deux grosses têtes d'affiche, Madouas et Gaudu, sont complètement à côté de leur pompe en ce début de saison, quoi. Là où Lenny Martinez nous impressionne, bah, eux, ils nous déçoivent pas mal. Donc, on va espérer qu'ils retournent cette situation assez rapidement. Et du coup en parlant de groupe FDJ, bah, il y a Laurent Spiti qui aujourd'hui, du coup on va passer à Gravel Game, nous a pas mal impressionné puisqu'il était dans la tête de course, il a réussi à tenir, hein, malheureusement il a un peu explosé dans le dernier mont, le mont Kemmel, et qui n'a pas pu suivre du coup Van Der Poel et Pedersen qui sont allés jouer la gagne. Et puis derrière, ben, c'est un sprint incroyable de Pedersen, vraiment hyper costaud. Van Der Poel le remonte un peu, on se dit qu'il va le passer, au final il se rassoit un peu à la manière du Tour des Flandres 2021 quand il se rassoit face à Casper Asgreen. Et donc Pedersen très très costaud et qui vient bah, du coup là pour le coup souligner une très très bonne tactique de la Trek qui en plus a été malchanceuse vu que Stuyven crève. Du coup ils auraient pu être 3 devant, ils ne sont que 2 avec Jonathan Milan qui était aussi très impressionnant et Pedersen qui Ouais. vient finir le travail. C'était incroyable. Ouais, ils ont un très très gros collectif. Après, en tant que grand suiveur de Van Der Poel, je vous dirais, faites attention quand Van Der Poel commence un sprint en deuxième position. En général, quand il est confiant dans ses jambes, il le prend en première position. Comme on sait que c'est pas bon tactiquement, mais en général, c'est toujours comme ça sur les championnats du monde où il bat Van Aert l'an dernier, championnat du monde de cyclocross, il gagne en étant en première position. Et à chaque fois qu'il est en deuxième position, il se fait avoir, il se rassoit à 50 mètres de la ligne parce qu'il n'en peut plus. Donc il y a un petit, comment dire, on peut penser que maintenant ses adversaires voient un petit peu ça et ont moins peur quand il se met dans leur roue, quoi. Mais en tout cas, la Trek, ouais, tu l'as dit, très impressionnante. Jonathan Milan, je ne l'attends pas du tout à ce niveau sur des parcours comme ça. Lui aussi, ça va être un bel équipier dans les monuments qui arrivent. Sinon, après, dans les autres noms, on n'a pas vu, enfin, on n'a pas vu de gros collectifs du côté de Jumbo qui est arrivé sans Wout van Aert et sans Christophe Laporte. Christophe Laporte qui était malade et qui n'a pas pris le départ. Et donc, ils se sont tous recentrés autour de Olaf Koy. Ça n'a pas payé, surtout que Tige Benoît, lui aussi, n'a pas pesé sur la course. Donc, c'est un peu dommage. Je sais pas ce que tu en as pensé. Ouais, bah c'est un peu ça le problème de Jumbo, c'est qu'il n'y avait pas de gros leaders. C'est vrai, on les a pas vus peser sur la course. Mais même en général, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de gros collectif à part la Trek. Parce que derrière, c'était quand même un très gros peloton et qui a jamais vraiment réussi à s'organiser pour revenir. Ils finissent quand même, il me semble, à 30 secondes du duo de tête, alors qu'il y avait quand même 30 Ouais, il bornes de termine à plat. 16 secondes. À, 16 secondes. à 16, Ils ouais, sont bah, revenus pas mal sur la fin parce que ça se regarde un petit peu, mais oui, mais c'est vrai que sous ils étaient la, sous très la loin. flamme rouge, il y avait 30 secondes. Mais il y a eu des tactiques quand même très très étonnantes, notamment l'Intermarché qui place Hugo Page dans un groupe de 3 devant, mais ce groupe de. Et du coup qui roule pas derrière, mais ce groupe de 3 au final il est resté devant le peloton, mais à 10 secondes du peloton pendant 20 bornes, et du coup l'Intermarché roulait pas, et du coup bah, ça revenait pas, enfin, c'était quand même assez étonnant. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas trop compris. Ouais, je trouve que derrière on a un peu joué facile, ils sont revenus quand même très très proches du groupe, et ils ont jamais réussi à faire la jonction, et puis une fois le mont passé, enfin je sais pas, j'ai quand même eu du mal à comprendre. Je pense que les sprinters auraient pu gagner, mais ça a quand même été très très mal géré. Euh, voilà. Après, c'est toujours pareil. Hein, Van Der Poel, il avait Philipsen derrière. Donc bon, là, Alpecin, il jouait Hmm, un peu, c'est clair. il jouait pas mal, mais ils ont quand même
Ils ont quand même réussi à perdre. Moi, je pense que Van Der Poel aurait peut-être pu un peu plus jouer avec Pedersen et le laisser un peu plus relayer parce que lui, il avait Philipsen derrière. Mais bon, il a voulu la jouer à la Ouais, loyale. C'est tout à son honneur, on va dire. j- j'ai trouvé que les relais étaient assez équilibrés. Franchement, c'était du 50-50. On a vu deux coureurs qui sont très forts enfin, des têtes d'affiche du peloton qui se sont respectés, qui se sont passés les relais jusqu'au bout, qui ont joué ça à la régulière. Et bah, il faut un gagnant, un perdant. Van Der Poel, qui n'a toujours pas gagné Grand Level Games, c'est une des petites lignes qui manque à son palmarès. Mais je pense qu'il n'en a pas grand-chose à faire, hein. Une victoire de plus ou de moins, c'est pas ça qui est important pour lui. Je pense que si c'était l'arrivée du round 2, par exemple, là, il y aurait eu plus de tactique dans les 10 derniers kilomètres, on va dire. Un petit mot pour les hommes forts qui n'ont pas pu suivre ces deux-là. Stuyven t'a dit la crevaison, sinon je pense qu'il était devant. Euh, Rasmus Tiller qui a été plutôt pas mal pour la Uno X. Ben Turner qui était sorti un peu en facteur avec, c'était avec Hugo Page, il me Ouais, c'est semble. ça, avec Hugo Page. Euh, voilà, vraiment, ils sont sortis. Tu avais l'impression qu'ils faisaient même pas exprès, quoi. Ils étaient en tête de peloton et puis ils sont retournés. Il y avait une cassure, ils sont partis. Bah, ils ont tenu quand même un moment avec aussi Anthony Turgis qui les avait rejoints, qui avait anticipé un peu le Kemel, le dernier passage. Donc voilà, des hommes en forme qui potentiellement pourront peser un petit peu sur les monuments, ou au moins à travers la Flandre la semaine prochaine. Et ouais, juste pour finir, on peut aussi noter du coup, on a parlé de la Jumbo, mais Tim Van Dyke qui du coup a réussi à suivre un peu le premier groupe qui est parti avec Van Der Poel et les Trek. Mais malheureusement, les chemins un peu en terre lui ont été fatals quand Van Der Poel a réaccéléré. Je savais bien que j'oubliais quelqu'un, ouais. Bah, je pense qu'on va pouvoir passer bah, du coup à la preview des classiques flandriennes qui arrivent, donc avec le Tour des Flandres. Mais avant ça, il y aura une sorte un peu de répétition générale. Bon, il n'y aura pas tout le monde, il n'y aura pas Van Der Poel, mais à travers la Flandre, avec notamment bah, Wout van Aert, qui devra se retester. On aura aussi du Jasper Philipsen, parce que c'est quand même une course qui aussi peut arriver au sprint. Voilà, je sais pas, est-ce qu'il y a un nom, toi, est-ce que tu penses que Van Aert est grandissime favori, ou est-ce que tu vois quelqu'un d'autre pouvoir le challenger? Moi, déjà, je vais en dire, c'est une course que j'affectionne particulièrement. Mais c'est vrai que Van Aert part en grand favori parce que bah, Philipsen, je ne sais pas si son équipe arrivera à garder tout ça groupé, on va dire. Mais au-delà de ça, il y a toujours la Trek qui a son équipe presque au complet. Du coup, Alex Hirsch qui va sûrement être absent vu sa chute d'aujourd'hui, comme je l'ai dit. Mais Tom Skuins, Milan, Stuyven et Pedersen sont prévus, même Edward Theuns. Donc voilà, Pedersen va falloir s'en défaire. Après, Pedersen, il enchaîne beaucoup de courses. Est-ce que c'est bien malin? Je suis pas sûr quand même. Et puis après, faudra compter sur Laurens Pitty aussi, parce que c'est une course qui est moins éprouvante. Il y a moins de, comment dire, il y a moins il y a pas moins de monde, mais je pense que c'est plus facile quand même. Donc je pense qu'il aura une belle carte à jouer, ouais. Bon, moi, je pense que ça peut se finir au sprint dans un petit groupe. Donc moi, je verrais bien, ouais, du coup, un Wout van Aert, un Mats Pedersen, voire un Laurens Pitty, pourquoi pas un Philipsen s'il passe les bosses, mais ouais. Moi, de toute façon, je pense que le scénario, moi, je pense que c'est quand même une course qui ressemble un peu à Game, que ça peut jouer un peu pour les sprinters, mais aussi pour les punchers. Tout dépend un peu du scénario de la course, mais vu qu'il n'y a pas Van Der Poel, je sais pas si la course sera aussi, enfin, si ça va autant dynamiter la course que ça. Peut-être Van Aert, peut-être les Trek, on verra. Parce que bon, il y a peut-être. En général, c'est quand même une course qui arrive à aller entre 5 et 8 personnes au sprint, quoi. C'est toujours assez un petit groupe, comme tu as dit, qui se la joue. Enfin, donc si Philipsen est là, je pense qu'il y aura beaucoup d'attaques dans les 2, 3 derniers kilomètres là, sur le plat pour essayer de pas arriver avec lui. Un nom qu'on n'a pas cité, que je vois bien, là, c'est Alberto Bettiol, qui est vachement en forme. On va voir ce qu'il peut faire. Et niveau français, Pierre Gautera, que je ne connaissais pas trop, mais qui est très en forme récemment, là. Donc, qui était dans le groupe aujourd'hui, qui arrive au sprint. Bon, il n'a pas fait le sprint, mais il y a, euh, il y a des belles cartes côté français aussi.
Ouais, bah, je pense qu'on suivra ça de très très près. Mais bon, de toute façon, ce qui est vraiment intéressant, ça va être le Tour des Flandres, parce que je pense que cette course sera un peu une répétition, voir un peu qui est en forme et qui ne l'est pas. Avant de passer à la preview du Tour des Flandres, n'hésitez pas aussi à vous abonner, puisque vous êtes beaucoup à regarder nos vidéos sans être abonné. Et on est presque aux 1000 abonnés, ce serait vraiment incroyable qu'on arrive à les passer dans la semaine. Voilà, on va pouvoir passer à la preview du Tour des Flandres, et du coup, le Tour des Flandres, le deuxième monument de l'année. Le tenant du titre, Tadej Pogacar, n'est pas là. Et du coup, bah, on a décidé de sortir trois favoris du lot. C'est Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel et puis Mats Pedersen. C'est quand même compliqué d'imaginer qu'il pourrait y avoir un autre vainqueur que ces trois-là, je trouve. Je trouve que ces trois-là sont vraiment au-dessus des autres. Je sais pas si toi, tu as un nom un mec que tu penses qui pourrait les rivaliser? Alors, un nom, non, je trouve qu'il y a plutôt un espèce de troupeau de noms qui sont au même niveau derrière et qui peuvent un peu tous jouer leurs cartes. Mais je vais surtout dire quelque chose tactiquement, comme le disait Jackie Durand aujourd'hui sur Eurosport. Si c'est Van Der Poel, Pedersen devant, c'est vrai que ils vont bien collaborer et tu les revois pas et du coup c'est dur comment dire, de les battre. Mais si c'est Van Aert, Van Der Poel devant, là, tu as tes chances parce que les deux aiment beaucoup se regarder, aiment beaucoup s'enterrer. Voilà, bon, on voit souvent Van Aert ne pas passer Serlet à Van Der Poel ou autre, ou inversement. Donc, si c'est ce cas de figure-là qui se présente, là, je pense que tout le monde a ses chances, quoi. Si t'es pas trop loin, tu peux revenir, un peu comme aussi on avait vu Van Der Poel et Pogacar se regarder énormément dans le dernier kilomètre il y a 2 ans et Madouas revenir et lancer le sprint. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi arriver. Donc, par exemple, un Jasper Stuyven qu'on a vu très très en forme, un Matej Mohoric, bon, ça va être compliqué parce qu'il n'a pas l'air hyper performant, enfin en tout cas pas aujourd'hui, il n'était pas, mais pourquoi pas. Alberto Bettiol, encore une fois, s'il n'est pas trop loin, tout ce genre de personnes qui peuvent être à peut-être, je sais pas, 30 secondes sur le dernier passage, et ben potentiellement, si ça se regarde, revenir et voilà, et surprendre, quoi. Ouais, bah, je suis d'accord que ouais, c'est vrai qu'il y a trois noms qui se dégagent. Et après, pourquoi pas avoir des petites surprises. Faudra peut-être des faits de course ou alors anticiper et puis avoir un peu de réussite. T'as parlé de Mohoric, bah, du coup, je voulais en parler. C'est vrai que c'est assez étonnant, Mohoric, parce que il est toujours placé, mais bon, il n'est pas exceptionnel cette saison. Il arrive quand même à être dans le bon groupe et à chaque fois, c'est vraiment un peu à la rupture en étant là, un peu en suivant les roues sans jamais pouvoir attaquer. Donc, un peu décevant son début de saison, alors que c'est un truc qui aurait pu lui convenir. Et puis, bah, ce qui va jouer, ça va être les collectifs. Moi, je pense, ça va être les équipes. L'équipe Jumbo est pas aussi dominante que les dernières années, mais bon, il y a quand même Van Aert aura quand même un mec comme Matteo Jorgensen à ses côtés. Euh, Ils ont des sacrés noms, hein, Christophe quand même. Laporte, pour le coup, faudra faire attention parce que il est malade et apparemment c'est quand même plutôt sérieux. C'est pas une petite maladie, c'est quelque chose qui lui a fait perdre apparemment des kilos et qui l'a pas mal affaibli. Donc à voir comment il sera, mais ce sera peut-être compliqué. Et puis voilà, moi je trouve que Van Der Poel sera peut-être un peu seul à voir si Kragh Andersen et puis Gianni Vermeersch pourront être au niveau, mais bon, Kragh Andersen je le trouve pas exceptionnel cette saison, donc à voir Ouais, parce c'est clair. que s'il se retrouve tout seul contre les Trek, encore une fois, ça peut être compliqué parce que s'il se retrouve avec un Pedersen qui attaque, un Steven qui attaque, voire un Tom Skuns ou même un Jonathan Milan, bon, ça me paraît quand même un peu dur autour des flancs pour Milan, mais bon, soyons Ouais, ce fous. sera plus sur Roubaix à Milan, je Euh, pense. bah, ça peut vite quand même être compliqué pour Van Der Poel et Van Aert. Et puis si on ajoute à ça, bah, comme tu as dit, des Bettiol, bon, des Mohoric pourquoi pas, des Narvaez, des Lascano, des Kung, ça peut vite être compliqué, donc à voir. Ou alors peut-être que Van Der Poel et Van Aert sont vraiment une jambe au-dessus, et puis dans ce cas-là, il y a pas grand-chose à faire. Moi j'attends beaucoup de ce Tour des Flandres. Je trouve juste dommage qu'il n'y ait pas Pogacar, après peut-être qu'il aurait écrasé la course, donc peut-être pas plus mal, mais bon. Ouais. Mais encore une fois, juste avant de passer un peu à l'équipe que j'attends en surprise, mais je pense qu'il y a deux scénarios qui peuvent être bien pour les outsiders, on va dire, tous ceux qui sont même Pedersen, prenons-le dans l'équation, parce que je pense que les deux autres sont plus les têtes d'affiche comme d'habitude. Mais si les deux, Wout van Aert et Van Der Poel, sont pas bien, potentiellement, ils ont leur chance. Mais s'il y en a un des deux qui est bien et pas l'autre, là, je pense que
personne n'a aucune chance, quoi. Celui qui sera en forme, il partira tout seul. Par contre, si les deux sont bien, encore une fois, là, ça peut être la chance pour les mecs de derrière, ce qui est assez étonnant, parce que ça paraît ridicule à dire, mais ils vont se neutraliser un petit peu, je pense, et donc ouvrir les portes. Et donc, au niveau de l'équipe surprise, je sais pas si tu en as une, mais moi, je pense à Ineos qui, comme tu as dit, Jonathan Narvaez, étonnamment en forme. Donc Joshua Tarling, ce sera peut-être un peu dur et c'est son premier monument, il me semble. Ça va être compliqué, mais Magnus Sheffield, il a les capacités. On l'a pas encore trop vu cette saison performer, mais voilà. Et Ben Turner, qui m'a paru bien en forme quand même. Je sais pas, c'est peut-être un peu dur, donc ce sera peut-être plus pour Paris-Roubaix, mais ils ont quand même plusieurs cartes, quoi. Donc, voir essayer peut-être de jouer assez tôt, l'échappée matinale déjà avec un mec devant, ce serait pas mal, je pense, pour eux. Et voilà, quoi. Essayer de rebattre un peu les cartes. Ouais, ouais, bah, clairement, c'est vrai qu'Ineos, enfin, moi, c'est plutôt Narvaez en fait que Ineos qui m'impressionne. Après, moi, une équipe surprise, non, je pense pas trop en avoir. Attention peut-être à l'Israël, je trouve qu'ils sont hyper intéressants en ce début de saison. Puis un mec comme Chris Nylands, pourquoi pas pour aller se jouer, je sais pas, un petit top 10, pourquoi pas. Mais bon, moi, je trouve quand même que sur le Tour des Flandres, c'est quand même un monument qui, voilà, qui, il n'y a pas trop de place à la surprise. Ces dernières années, c'est quand même les plus forts à chaque fois qui gagnent. Euh, Pourquoi pas aussi Ouais, la Movistar avec un Lascano qui est en forme. Mais bon, pour tous ces mecs-là, en tout cas, ce qu'il faudra faire, c'est pas attendre que Van Der Poel et Van Aert démarrent pour essayer de les suivre et puis pour prendre 10 minutes. Il faudra anticiper, partir dans les coups avant. Un peu comme l'année dernière, on avait vu un groupe un peu d'outsiders partir avec Kung, avec Pedersen, que des mecs comme ça. Et Pedersen avait failli d'ailleurs aller gagner, mais bon, il y avait un très grand Pogacar qu'il avait rattrapé. Donc voilà, faudra anticiper, jouer un peu avec son collectif pour la Trek. Et moi, je pense pas que ce soit si joué que ça pour Van Der Poel et Van Aert. ouais. Bah, je crois qu'on a fait le tour, hein. Ouais, bah, je pense qu'on a fait le tour. On peut peut-être juste parler rapidement des Français, même si bon, bah, on a parlé de Christophe Laporte. Vu sa condition, ça risque d'être compliqué. Julien Ouais, Alaphilippe, c'est l'éternel débat aussi. ouais, alors moi, si tu me demandes plus un mec en forme, je serais parti sur Turgis qui a l'air de bien revenir et qui affectionne quand même pas mal ces courses-là. Mais c'est clair qu'à la Philippe, on le voit revenir un peu en forme. S'il met sa malchance de côté pour une fois, parce que même sur Milan-San Remo, il a crevé. euh, bon, là, il faudra vraiment que la chance soit de son côté, quoi. Un top 10, c'est jouable. Après, si tu me demandes vraiment pour la victoire, je pense qu'il faudrait vraiment des circonstances de course assez folles pour que Alaphilippe soit en train de jouer la victoire, quoi. Mais bon, on ne faut jamais dire jamais, quoi. Ouais, et puis sinon, Sénéchal revient de blessure. Il n'y a pas, Ouais, et puis en pourquoi plus, pas Sénéchal, c'est ouais, Pierre Gautrat. toujours dur. C'est Madouas, hein, la carte. Madouas, ça Aussi, aurait dû être il est. la carte, mais bon. Après, on peut peut-être toujours espérer un miracle. Des fois, on sait qu'il y a des coureurs qui peuvent totalement arriver sur un objectif et être un peu transcendés et bien perf, mais bon. Madouas, c'est quand même un mec qui a quand même l'habitude d'être un peu sur un niveau. Voilà, son niveau reste un peu constant. L'année dernière, il fait quand même top 10 de l'E3. Et donc, il était quand même en forme. En 2022, c'est pareil, il était quand même placé. Ça me paraît quand même très compliqué d'envisager quelque chose sur le Tour des Flandres, mais bon, pourquoi pas, on espère tous que Valentin Madouas ira faire quelque chose, hein. En plus avec le maillot de champion de France. Mais ouais, pour moi, ce Tour des Ouais. Flandres au niveau français, ça risque quand même d'être très compliqué. Ouais, juste un dernier mot pendant que j'y pense. Tu disais, oui, il n'y a pas Pogacar. Ça va ouvrir la place à Tim Wellens pour être leader pour une fois. Et vu sa chance, enfin sa forme, pardon, depuis le début de saison, faudrait peut-être pas l'enterrer trop vite. En plus, c'est un mec qui a pas peur de la course de mouvement. Donc, potentiellement, lui, s'il y a un coup qui part et qu'il est dedans, il faudra le surveiller de très près. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les équipes là. Donc, je te Ouais. rends la main. Ouais, bah voilà, donc n'hésitez pas aussi à nous dire dans vos commentaires bah, quel serait votre top 3 pour ce Tour des Flandres qui vous voyez sur le podium. Est-ce que vous voyez un podium du style Van Aert, Van Der Poel, Pedersen? Bon, ce serait peut-être pas prendre trop de risques. Et dites-nous si vous avez, ouais, vous avez une grosse cote, quelque chose comme ça, un petit pari à faire pour gagner un peu d'argent. Bah voilà, on va se retrouver. Bah déjà, on se retrouvera, je pense, jeudi, normalement. Enfin, si tout se passe bien, si le montage se passe bien pour une nouvelle vidéo.
Et puis sinon, bah, ce sera lundi prochain pour le débrief du Tour des Flandres et puis pour parler aussi du Tour du Pays Basque qui arrive. Et puis il y a tout qui se fait très vite, les Ardennaises. Tout va très vite. Bah voilà, on se dit à bientôt. Salut les gouttes.